Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. J'ai le grand plaisir de recevoir un auteur qui est déjà venu nous voir il y a quelque temps pour nous parler de ses tribulations à Compostelle. On était les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Et bien cette fois-ci, je vous emmène en enfer avec son tout nouveau livre, L'angoisse de la page folle. Il s'agit d'Alix de Saint-André dans VIP, s'il vous plaît. Alix, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Et oui, beaucoup mieux. C'était la seule réponse à faire. Parce que Alix et moi sommes des initiés, voyez-vous. J'ai lu son livre, L'angoisse de la page folle, d'où cette réponse, beaucoup mieux. Vous savez, en deuxième partie d'émission, on va recevoir quelqu'un que j'attends depuis longtemps aussi dans cette émission, un auteur de bande dessinée qui s'appelle David Rath, qui a fait le fameux Voyage des Pères, qui a été primé plusieurs fois. Et je suis contente de vous faire vous rencontrer tous les deux, parce que je crois que la BD, ça vous intéresse bien aussi, Alix. Hein. Oui, j'aime beaucoup. On m'avait offert à un Noël une œuvre de David Rath. Voilà, Le Voyage des Pères. Et Donc oui, les premiers albums. Il en fallait de l'humour, Alix de Saint-André, pour traverser cette histoire que vous nous racontez dans L'angoisse de la page folle, cette descente aux enfers, suite à la prise d'un médicament qui s'appelle le baclofène, et qui est un médicament qui n'est pas du tout fait initialement pour réduire la consommation d'alcool ou de cigarettes. C'est pourquoi vous l'avez employé, vous. C'est un médicament très sérieux au départ, le baclofène. C'est un médicament générique qui est employé contre la sclérose en plaques. C'est un relaxant musculaire que prennent depuis des années des gens qui ont de la sclérose en plaques. Et il se trouve qu'un médecin, Olivier Amezen, avait découvert que pris à haute dose, ça lui avait enlevé son envie de boire. Il avait été son propre cobaye, Il avait été sa souris blanche, son cobaye. Et Oui. puis, ça avait eu plus ou moins de succès auprès des laboratoires. Et donc, il avait écrit sa vie. Il avait écrit un livre pour essayer d'intéresser le public à sa découverte. Et donc, en pensant que ça réduisait toutes les addictions. C'est-à-dire pas seulement l'addiction à l'alcool, mais aussi à la drogue. Et pourquoi pas au tabac. Alors à l'époque, on ne prenait pas trop au sérieux au point de vue médical. Et donc moi, évidemment, grande fumeuse, je me suis dit, mais pourquoi ça ne marcherait pas? Il faut aider cet homme. Essayons ça contre le tabac. Et j'ai une amie médecin qui m'a dit, mais pourquoi pas? Et qui m'a fait une ordonnance. Et donc, je me suis instituée cobaye officieux de la science. Allons-y, partons et essayons ce médicament formidable qui va détruire notre envie de fumer, en l'occurrence. Parce que moi, c'était le tabac. Alors, par rapport à votre vie, vous aviez déjà fait certains de vos voyages à Compostelle. Vous en étiez où par rapport à ça? J'étais à la campagne, à la maison, en train d'écrire mon livre sur Compostelle. Donc, j'étais de retour de Compostelle en plein bouquin, en plein récit de ce livre. Et donc, j'avais en plus des articles à faire pour les journaux. Donc, j'avais beaucoup d'écriture à faire. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, alors, je fumais comme une cheminée, ça n'avait pas du tout diminué. Mais alors, ce qu'il y avait de formidable, c'est que je pouvais écrire tout le temps. En fait, vous n'aviez plus envie de dormir. C'est ça qui était dingue, c'est que vous étiez dans un état d'alerte permanent, avec une sorte de surconscience de tout ce qui vous environnait, avec une écriture beaucoup plus aisée, plus fluide. Mais c'était incroyable parce que pour un écrivain, c'est génial. C'était absolument extraordinaire. Mais je me rendais pas compte que j'étais fatiguée. C'est ça, parce qu'en fait, je ne dormais plus, très peu, mais je me rendais pas compte parce que le signe de la fatigue, c'est le sommeil. Et quand vous n'avez plus sommeil, et plus sommeil, plus faim, plus rien du tout, c'était que d'écrire. Donc je pouvais écrire quasiment du matin au soir. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Je pensais qu'en plus qu'on allait sauver le monde grâce au baclofène, parce qu'évidemment, si vous enlevez toutes les addictions du monde, les barons de la drogue, etc. J'ai cru même que j'avais des saints personnages qui me visitaient, enfin bon, et j'étais en plus dans un état d'excitation, comment dire, joyeuse. C'était très gai, tout ça, tout ce qui m'arrivait, je me trouvais. Il y a quelque chose de l'ordre du délire, en fait. Et quand on vous lit, parce que vous racontez, en fait, au départ, ça commence très joyeusement, ce livre. C'est au fur et à mesure que ça descend. Et alors, vous nous mettez tout, hein, vous nous épargnez pas les ordonnances. Votre ami médecin, c'est vraiment l'autre personnage du roman qui vous accompagne, qui commence à sentir peut-être un peu tardivement qu'il y a quand même une grosse dérive. Et au départ, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, tiens, Alix de Saint-André se lance dans de la fiction parallèle. Enfin, elle s'invente une vie parallèle. Je n'y ai pas cru au départ. Et c'est qu'au milieu du livre que j'ai compris que c'était vrai. Quand vous entrez en hôpital psychiatrique, je me dis, mais attends, elle n'invente rien du tout, elle l'a vécu, ce truc-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai tapé sur Internet
baclofène en me disant mais c'est quoi cette histoire? Et que j'ai rebooté, je me suis dit oh mais c'est vrai, elle a vécu tout ça. Et que c'est Mais j'ai dingue. voulu, vous voyez comme quoi, miracle de la littérature, c'est ce que je voulais. Je vous Ah ai oui, attrapé, je voulais entraîner le lecteur dans super mon moi. délire. Ah oui, Mais c'est oui, ça. parce que pour qu'un lecteur, moi quand j'étais dans mon délire, quand vous êtes délirant, vous ne vous en rendez pas compte Bah, par bien sûr que non. définition. Vous trouvez que le monde est tout à fait normal et simplement il y a des trucs qui ne collent pas, mais qui sont étranges. Et j'ai voulu entraîner le lecteur dans ma tête, si vous voulez, dans mon esprit enthousiaste et sauvant le monde. Puis quand même, mes amis m'emmènent chez un médecin psychiatre, mais je trouve ça normal parce que je pense que c'est un spécialiste de l'addiction et je vais lui expliquer que le baclofène, par exemple, vous pouvez tomber sans vous faire mal. Mm. Donc je fais une chute de judo dans son cabinet et je trouve ça très bien. Mais le médecin, bon, après j'ai eu ses notes, a réagi différemment et donc on m'a gentiment emmené à la clinique de Meudon. Mais je pensais aussi que ça faisait partie du plan à l'époque, Mm. voilà. Et je me rendais absolument pas compte. Et après, à Meudon, on m'a donné quelques doses de médicaments qui font que je me suis rendu compte, si vous voulez, que j'avais eu des hallucinations. Ça s'appelle critiquer son délire en termes psychiatriques. J'ai pu critiquer mon délire. Je me suis rendu compte que j'avais eu des hallucinations. Et là, à ce moment-là, ça crée une espèce de honte. Parce que c'est un peu comme Bah d'avoir oui. pris une cuite. Vous vous dites, zut, qu'est-ce que j'ai raconté? À qui? Mon Dieu, voilà. Et puis petit à petit, donc, je suis partie de Meudon et j'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait que le baclofène n'avait pas plus d'effet secondaire qu'un verre d'eau. Mm. Donc, dans ma tête, en plus, ce n'était pas dû à ce médicament. J'ai longtemps cherché d'autres explications et petit à petit, je suis revenue à moi et en même temps, je trouvais que c'était, comment dire, c'est un peu comme Compostelle parce que c'est une aventure. C'est une descente aux Ouais. enfers, mais au sens nervalien, si vous voulez, des visites quand Nerval visite ces mondes-là et que j'ai eu la chance d'être très bien entourée par de Alors, très bons amis, par de très bons c'est ce que médecins j'allais dire, mais c'est ce qui aussi. vous a sauvé, ce sont vos amis qui vous connaissaient tellement bien, qui ont commencé à se dire, mais on la reconnaît plus, c'est plus elle, c'est Alix multiplié puissance 10, mais c'est pas ça, Alix de Saint-André en même temps. Oui, j'étais Et heureusement, mais d'ailleurs, j'avais prévenu tout le monde en même temps que je ouais, faisais une expérience. Donc, il y avait les papiers, je prenais le médicament, tout le monde était au courant, la famille était au courant, enfin voilà. Et au bout d'un moment, mais moi, je m'en rendais pas compte, mais je tenais des propos totalement délirants. Et j'étais moi, mais à la puissance 12, quoi. mm, Je parlais très très vite, dans un état de surexcitation intellectuelle. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous ne vous en rendez pas compte, c'est ça. Et il faut vraiment qu'il y ait des gens très bien qui vous emmènent à l'hôpital pour qu'on vous traite. Et là, comment dire, c'est dur la désillusion. Parce que quand vous avez cru que vous alliez pouvoir sauver le monde et tout, et que vous découvrez que simplement vous avez même pas trop pris, d'ailleurs j'ai pris des doses tout à fait normales de ce médicament, mais qui sur moi a eu un effet comme sur un Indien, enfin je raconte, il y a eu d'autres cas que le mien, qui à petite dose ont provoqué des hallucinations, des délires, mm. etc. Et donc, voilà, n'est pas du tout. Mais en même temps, ce sont des rencontres. C'est comme sur le chemin, parce que à l'hôpital, les autres patients sont des gens extraordinaires. Mm. Tout le monde à l'hôpital devient un spécialiste de sa propre maladie. Et Comme, si vous voulez, les médicaments ont des effets différents selon chaque personne, pratiquement. C'est ce type de médicament. Avant, les médecins ne pouvaient pas soigner les gens qui avaient des maladies mentales. On les enfermait, et puis on les voilà. isolait, tout On au les plus. isolait, on les Ouais. mettait dans des bains glacés, on leur faisait des saignées, ce qui était une très mauvaise idée. Et depuis qu'on a les neuroleptiques, on peut en tout cas transformer leur maladie mortelle en maladie chronique. Mm. Simplement, ils s'aperçoivent que chaque médicament, en gros, a un effet différent selon les Mm. patients. Et chacun doit s'adapter lui-même son traitement et devient un spécialiste de sa propre maladie et de la maladie des autres. Et ce sont vraiment des rencontres, un temps aussi très étrange. Mais c'est ça qui est intéressant parce que moi qui étais restée sur Compostelle, je me suis dit, mais il y a des points communs hallucinants entre ces pèlerinages à Compostelle où on rencontre des gens totalement improbables, on fait des rencontres qu'on n'aurait jamais fait si on n'était pas parti de chez soi. Et au moment où vous entrez dans cet hôpital à Meudon, pareil, vous faites des rencontres totalement improbables. Bien sûr que ça part de quelque chose de négatif, un médicament qui ne vous convient pas et qui provoque des délires, etc. Mais vous n'auriez jamais vécu ces rencontres-là si cette aventure médicale n'avait pas existé. Oui, Donc il y a toujours quelque chose de positif à en retirer. Je suis sûre que vous oui. n'auriez jamais rencontré des gens en état psychiatrique Et puis je pense avancé. que comme Compostelle, c'est une expérience de partage, parce qu'il y a un partage de connaissances entre les malades, les médecins évidemment, mais beaucoup, on passe sa vie plus avec les malades qu'avec Bah les oui. médecins. Surtout quand vous avez interdit d'écrire.
Et puis, c'est-à-dire que j'écris. Oui, il fallait que ça s'arrête un peu. Voilà. Enfin, en tout cas, d'écrire à d'autres personnes. Oui. Et puis comment dire, et de pauvreté aussi, comme Compostelle, où on apprend à vivre heureux avec presque rien. Et là, vous avez une pauvreté qui est une pauvreté intellectuelle. Vous êtes privé, justement. Vous ne pouvez plus lire. C'est terrible pour quelqu'un comme Voilà. vous, comme moi, Voilà. de ne plus pouvoir lire ou écrire. Les livres vous deviennent complètement inintelligibles. Vous avez une espèce de buée devant les yeux. Vous savez pas. Vous ne pouvez pas assez vous concentrer pour lire un livre. Donc, tout d'un coup, votre temps devient comme ça immense devant vous. Il faut faire autre chose. Et c'est aussi une expérience de pauvreté. C'est toujours intéressant à découvrir. Enfin, je trouve, tous les mondes sont intéressants à découvrir. Mais alors, à quel moment on décide que de cette expérience, on va faire un objet littéraire? Parce que ça reste un livre, un objet littéraire qui retrace une histoire vraie. Mais à quel moment on se dit, je vais récupérer tous les mails délirants que j'ai envoyés à Natacha, mon ami médecin, et puis je vais récupérer les notes d'un tel et d'un tel pour en faire un livre? Ça fait aussi partie du processus de résilience Non, c'est un peu en lisant Nerval aussi, c'est un peu, comment dire, c'est comme une descente aux enfers. Ça, c'est quelque chose en même temps, comment dire. Moi, ma vie, je la transforme en littérature. Je pense que le dernier chemin que j'ai fait de Compostelle, c'est en avant-route. C'est là où j'ai pu enfin comprendre ce qui m'arrivait et comprendre en l'expliquant, en le partageant avec d'autres, en voulant emmener mon lecteur avec moi. J'ai le courage d'y retourner si j'emmène un lecteur avec moi et qu'on aille voir justement jusqu'au fond, puisqu'on en est sorti jusqu'au fond de ce puits. Et puis, ça se termine quand même par une résurrection. Et c'est une aventure. C'est une aventure intellectuelle, une aventure aussi chimique, j'allais dire, parce qu'on est entouré de bizarres médicaments et les effets qu'ils font. Et c'est aussi une aventure d'amitié, parce que vraiment, je trouve que j'ai découvert mes amis et qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est aussi un livre sur l'amitié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, vraiment entre les lignes, un très beau livre sur l'amitié aussi. Parce que quand on referme le livre, on se dit, waouh, bah, cette nana, elle est drôlement bien entourée quand même. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu aussi un très bon médecin que j'appelle Ramsès, aussi, Oui. qui était quelqu'un d'un très grand bon sens aussi. Ouais. Qui, au milieu de tout ça, je faisais mes galipettes par terre. Je dis, bah oui, je voulais vous montrer. Elle me disait, non, vous tombiez à la renverse de tout votre long, parce que j'ai lu les notes pour écrire Ouais. mon livre, donc il fallait que je refasse tout ce parcours pour pouvoir le visiter, aller au fond, quoi. Je voulais pas l'écrire en 10 lignes, je voulais vraiment aller au fond. Et elle m'a dit, non, vous tombiez à la renverse de tout votre long. Je dis, ah bon? Elle me dit, et alors j'avais très peur que vous sautiez par la fenêtre. Je dis, mais enfin, je n'étais pas déprimée. Elle me dit, mais non, bah, c'est pas la raison pour laquelle vous auriez pu aussi vous prendre pour un oiseau, vous sautez par la fenêtre aussi bien. Donc vous étiez en danger. Et ça, le danger, moi, je n'en avais aucune conscience. Mais les gens autour de moi, oui, et ils ont eu les bons réflexes aussi. Gérard de Nerval, vous avez prononcé plusieurs fois son nom, puis vous le mettez, toute petite phrase, pour démarrer le roman comme un parrainage. L'expérience de chacun est le trésor de tous. Oui, c'est l'exergue. Bah, lui, d'Aurélia, de son livre, qui était c'est un peu comme une fraternité de retrouver quelqu'un comme ça qui avait parcouru ces mondes. Mais lui, il est mort comme avait peur mon psychiatre. C'est pour ça que je lui ai fait cet hommage, parce qu'à son époque, il n'y avait pas les traitements que j'ai pu avoir moi. Et lui, il a terminé en se suicidant. Et le docteur Blanche a dû rédiger son acte de décès en disant qu'il était mort probablement à la suite d'une crise de folie, pour qu'il puisse être enterré à l'église, parce qu'autrement, voilà, s'il n'était pas fou, il ne pouvait pas être enterré à l'église en tant que suicidé. Mais c'est une fraternité comme ça. Et il parlait aussi de son expérience comme d'une descente aux enfers. Et le docteur Blanche avait aussi été un médecin formidable. Alors, vous parlez de fraternité. Moi, votre livre, il m'en a rappelé tout de suite un autre qui n'a rien à voir, qui est publié chez Gallimard aussi, qui s'appelle Théorème, de Cédric Villani. Donc, Cédric Villani, c'est notre grand mathématicien français. On en a beaucoup, mais lui avait obtenu la médaille Fields il y a 6 ans, je crois. On a eu le plaisir de le recevoir ici dans cette émission 2 fois. Et dans Théorème, Cédric Villani, lui, raconte comment il a décroché sa médaille Fields de mathématiques, parce qu'il a résolu un problème que je serais bien incapable d'énoncer devant vous tous. Mais il raconte tout le cheminement de son cerveau. Donc, la moitié des pages, ce sont des équations, il faut quand même le savoir. Et moi, qui ai toujours du mal avec la règle de 3, donc je pars quand même de très très loin, j'ai trouvé le livre mais passionnant, parce qu'on voyait comment ça se passait, la mécanique dans le cerveau de cet homme brillantissime,
à laquelle on n'arrive pas, à la cheville duquel on n'arrive pas. Mais et c'est un peu pareil, vous. On voit ce qui se passe dans votre cerveau, donc un peu torturé, ce cerveau, à certains moments du livre, enfin un peu délirant. Et on voit toute la mécanique, entre la mécanique des ordonnances, bon, ça c'est carré, et puis ce qui se passe dans la tête d'Alix de Saint-André. Et c'est une mécanique effroyable, et heureusement ça se termine bien. Mais c'est un peu le même principe. Oui, c'est-à-dire que j'avais voulu, enfin, il y a une construction de ce livre qui est un peu comme Compostelle, un peu différente, mais j'ai voulu faire à un moment un gros plan parce que j'avais tout ce qui me restait, c'est-à-dire tous les mails que j'avais échangés, les ordonnances, les notes des médecins. J'ai eu accès, c'est qu'on maintenant on a accès à son dossier médical Ouais. si on le veut, donc vous avez accès aux notes du médecin et à ses commentaires en plus. Et j'ai voulu garder aussi un journal que j'avais écrit au moment où je commençais cette Voilà. enquête et que j'avais pas du tout écrit pour qu'il soit publié, mais qui donnait une idée dans quel état, à quelle vitesse va le cerveau de quelqu'un qui est dans cet état-là. Il y a à la fois du cerveau délirant et une espèce aussi d'amitié de journal de quelqu'un qui essaie aussi de s'en sortir. Parce que je pense qu'il y a un moment où on décide de guérir. Moi, je me souviens très bien, un moment, on peut rester dans la maladie, on peut s'y complaire et tout. Mais quand on décide de guérir, c'est compliqué parce que la douleur psychique ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, souvent, les gens vous disent ça, vous ne savez pas contre quoi vous battre. Si vous avez un bras cassé, bon, voilà, le réparer, on Mais comprend. là, c'est diffus, c'est Et confus, voilà, c'est c'est très difficile, ça impalpable. n'a pas de, c'est impalpable et ça n'est pas comme la douleur, enfin comment dire, c'est pas comme la souffrance morale, c'est pas comme la tristesse, la peine, le désespoir. C'est souvent, moi je pensais que c'était comme ça, que les gens qui étaient déprimés, c'était des gens qui avaient énormément de chagrin. Eh ben non, c'est un autre encore, une autre forme d'esprit. On est vraiment et c'est passionnant aussi. Et on se bat contre quelque chose qui n'a pas de contour. Alors, Mais on se bat. question à 100 balles, Alix de Saint-André. En avant-route, donc le livre sur Compostelle a été un succès incroyable. À la limite, on peut se dire, mais oui, il y a tellement de gens aujourd'hui qui font Compostelle sans du tout être catho, sans même recherche spirituelle, ça peut parler à beaucoup de monde. Comment vous expliquez le succès de ce livre-là? C'est pourquoi ça parle autant aux gens, ce qui vous est arrivé? Mais Qu'est-ce que vous disent les gens? Compostelle, non, mais Compostelle, je l'écrivais et je l'ai terminé. J'ai écrit 2 livres depuis Oui, c'est cette ça. maladie. Compostelle, je l'ai terminé après, en sortant de cette maladie. Et je pense que j'ai toujours, mais je vous dis, moi, j'ai envie d'emmener mon lecteur avec moi. Ah, mais les gens se sentent concernés par ce qui vous est arrivé de près ou de loin. Vous recevez beaucoup de courriers depuis la publication de L'Angoisse de la page folle. Qu'est-ce qui fait que les gens vous remercient d'avoir écrit ce livre? Qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent autant dans cette expérience, que ça les touche autant? Alors c'est très amusant les lecteurs parce que la moitié du livre est écrit par le lecteur. Donc c'est toujours un portrait, les lettres que je reçois et donc ça m'enrichit moi parce que c'est un portrait du lecteur lui-même qui pour la moitié. Alors c'est très drôle, il y a par exemple il y a des médecins qui me disent vous avez été un très bon médecin de vous-même. Parce qu'évidemment eux ils se voient en tant que médecin et j'ai reçu des lettres très touchantes de gens qui sont des malades psychiatriques et qui arrivent maintenant à travailler, qui sont sous Aldol et qui travaillent dans des entreprises tout à fait normales et qui me disent vous avez redonné une dignité aux gens qui sont aux malades psychiatriques. Je ne l'ai pas écrit pour ça, mais tant mieux si c'est ça aussi, parce que je pense que je sais pas, l'objet littéraire pour moi, c'est l'achèvement vraiment. Si ça doit se terminer une expérience en littérature pour être vraiment positif, et ça permet à la littérature de toucher des tas d'autres personnes qui elles-mêmes, c'est comme un miroir, qui dans mon livre se voient elles-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. Et qui vont enrichir mon livre et qui, elles, ils lisent leur propre vie. Sans être gêné par les références spirituelles, parce que vous êtes catholique, vous l'avez jamais caché. On voit passer plusieurs personnages, dont un certain frère Mathieu. Vous parlez d'Alina Reyes à un moment, l'écrivain mystique, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a plusieurs références. Vous parlez de la messe de Pâques, et puis là, je suis pas allée à la messe depuis tant de jours. Et puis, les gens ne sont pas gênés par ça. Mais ça les intéresse. Alors c'est D'accord. ça qui est amusant aussi, c'est que à partir du moment où vous commencez par en bas et que vous êtes complètement HS et que vous récupérez votre esprit et que, comme moi j'avais eu du délire mystique, je voulais demander au vrai, enfin, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait du délire mystique et quelqu'un qui est un vrai mystique qui a des visions? C'est une question intéressante. Donc j'ai enquêté aussi là-dessus pour savoir les gens qui avaient eu des vraies visions, eux, ils sont pas du tout dans l'état où j'étais moi. Ils sont pas en train de. D'abord, ils vont bien physiquement, c'est ça aussi. Ça aussi, le rapport. Moi, ce qui me fascinait aussi dans Compostelle, c'est le rapport entre le corps et l'esprit. Parce que vous partez à Compostelle à la recherche de votre âme, vous découvrez que vous avez des pieds.
C'était la Et puis des première pieds en découverte. souffrance. D'abord, voilà, on commence. Voilà. Et là, c'était presque l'inverse, quoi. Et c'était très intéressant aussi, ce lien entre le corps et l'esprit. On est des corps, on est des esprits, on est des drôles de bêtes, quoi. Et ce frère Mathieu, qui est-ce alors dont Mais il vous existe parlez? pour de vrai. Oui, Le j'ai frère bien compris. Mathieu, le frère Mathieu, il m'a vu d'ailleurs, mais il m'a vu après. On a toujours correspondu et tout ça. Et j'ai mon ami Joachim, qui lui est un expert de mystique, Joachim Boufflet, avec qui j'avais des grandes conversations parce qu'il avait rencontré une dame qui est morte assez récemment et qui avait eu les visions de la Sainte Vierge en 47, vous savez, près de Tours, dans ma D'accord. région. C'est pas Pellevoisin, non Non, c'est non, non, pas non, non, là-bas. non. Je vais retrouver. D'accord, on va retrouver. On va Les retrouver, téléspectateurs nous voilà. Et enverront un message. elle est d'ailleurs décédée il n'y a pas longtemps, cette D'accord. femme-là. Et en 47, avec deux copines de classe, elles avaient vu la Sainte Vierge. Et c'est très étonnant. On voit ce témoignage sur Internet. Cette femme-là, c'est gravé sur le disque dur de son cerveau. C'est-à-dire qu'elle répétait, comme Jeanne d'Arc, les mystiques, c'est gravé et ils répètent toujours la même Ne chose, ils dévient pas revoient de leur la même version. chose. Ouais. Alors que moi, ça changeait tout le temps, les trucs que j'avais vus. Et ils sont en très bonne santé physique. À l'époque, on leur fait des tas de tests à ces enfants. On leur fait, bon, ils sont en très bonne santé physique. Ça. Et au contraire, les visions mystiques, les mettent de meilleure en meilleure santé. Alors que moi, c'était n'importe quoi. Et je disais, donc ça m'intéressait aussi, ça. Et c'est intéressant. Oui, ah oui, oui, non, mais c'est la première fois aussi qu'on entend quelqu'un en parler, d'avoir des dealers mystiques, je n'en avais jamais entendu parler. Et forcément, c'est la première question que je me suis posée, quelle est la différence entre elle a vécu, elle? Est-ce que les mystiques, entre guillemets, les vrais mystiques, vivent en réalité? Est-ce que ça reste très mystérieux, malgré tout? Et vous, vous êtes intéressé dessus au point d'en faire un jour quelque chose de littéraire ou pas? Bah, je m'y suis intéressée pour continuer mon livre, Terminer celui-là. pour terminer ce livre-là, comment dire, par opposition ou pas, parce que j'ai dit aussi à mon psy, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites de l'âme, docteur? Il m'a répondu rien. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, l'âme c'est comme les pieds, c'est pas une notion psychanalytique. On n'en fait rien. C'est eux, c'est l'esprit. Vous voyez, Ouais. c'est différents degrés, différentes façons d'être. Et ça aussi, c'est passionnant. Et vous, l'âme, vous en avez compris quoi alors entre Compostelle et Meudon? Et moi, je cherche, je suis un chercheur, je Ouais. fais toutes sortes d'expériences pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et quand j'ai un peu compris quelque chose, d'essayer de l'expliquer à un lecteur et qui souvent en sait plus que moi. Ouais. Et bon, donc pour l'instant, parce que ça répond pas à mes questions, Alix, vous en avez compris quoi de l'âme à l'heure actuelle de votre vie? De l'âme. Ouais. Je saurais pas. Je pense que je ne sais, je saurais pas dire ce que j'ai compris de l'âme. La vie, c'est la rencontre de l'âme et du corps, et on est toujours dans ces points de rupture que sont ou Compostelle ou ce genre de choses. Où on est dans les points de rupture entre l'âme et le corps. Mais c'est vrai qu'il faut récupérer un pour avoir l'autre. L'expérience de la maladie, c'est très. Mais je n'ai pas une définition de l'âme. Alors là, D'accord. Oh bon, bah, dommage, j'ai tenté ma chance. je suis désolée. Sauvé par le gong et sauvé par David Rath, qui va venir nous rejoindre en plateau. Je vous l'annonçais en début d'émission. Il est donc illustrateur, enfin pas qu'illustrateur, parce qu'il fait tout dans ses bandes dessinées. Il fait le scénario, il fait le dessin. On va vous présenter son travail. David, entrez sur le plateau. Pendant ce temps-là, j'attrape quelques kilos de BD. Installez-vous, David. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Non, parce que la première question que j'ai posée à Alix, elle m'a dit ça va mieux. Ben, je suis content de voir ça, en effet. Ça va bien. Ça va très bien, merci. Moi, je vous ai rencontré avec le Voyage des Pères, d'ailleurs, Alix aussi, hein, Oui. qui a eu le prix. Vous avez eu le prix Angoulême, hein, c'était Oui. qu'est-ce que c'était, le Grand Prix Angoulême Prix de la BD chrétienne. en 2011. Oui, je ne C'était me ça, souviens hein. plus exactement Ouais, c'est un quelle année gros prix, c'était. ça. Mais... Et c'était amplement mérité. On va en reparler dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord savoir comment vous avez vécu cette première partie d'émission. Ben, j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt, Ouais. d'autant plus que j'ai lu le livre d'Alix, et qu'il y a des choses dedans qui m'ont... David, sérieux, vous vous êtes fait avoir comme moi au début ou pas? Ah oui, totalement. J'étais dans merci. voilà, je suis rentré dans un délire immédiat. Ouais. En même temps, comme vous disiez, un délire joyeux. Donc, une espèce de tourbillon. Et au fur et à mesure du livre, au moment où vous reprenez pied, on note la différence
on revient à une réalité peut-être plus triste, entre guillemets, mais voilà. Et ce qui m'a touché beaucoup, en tout cas ce qui m'a interpellé, ce dont vous parliez tout à l'heure, comme l'un des effets que vous avez observé, c'est le fait de pouvoir écrire sans discontinuer. Alors ça, c'est le fantasme de tout auteur. Hein. Il y en a qui J'ai le même. rêvent, Hein. J'ai le même. Hein. Je crois qu'on est tous un peu au même point. Et on a tous plus ou moins, à un moment donné, écrit ou dessiné, dans mon cas, au-delà de ses forces et en dépit de sa santé, voilà, au mépris de sa propre santé. Mais c'est vrai que c'est un fantasme, mais qu'il faut plus. Ouais, j'ai appris aussi par expérience qu'il faut surtout pas le réaliser parce que il est extrêmement dangereux en réalité. Et est-ce que quand vous lisez un livre, par exemple celui d'Alix de Saint-André, L'Angoisse de la page folle, est-ce que vous, tout de suite, ça se traduit en dessin dans votre tête? Vous voyez les situations dessinées, vous dites... C'est plus cinématographique que Plus dessiné à la cinématographique, rigueur. d'accord. Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas comment fonctionnent les autres parce que je ne suis pas dans la tête des autres, mais moi il y a tout de suite des images. Et si un livre ne me provoque pas d'image, voilà, je m'en désintéresse assez rapidement. Mais là je suis bien rentré dedans, donc tout va Il y bien. avait bien des images. Il y avait des images. Alors, par où je vais commencer, David? Le voyage des pères, puisque j'ai commencé à en parler. C'est toute une série de livres maintenant qui racontent quoi? Comment dire ça? Qui raconte, non mais qui raconte la Bible, enfin je ne sais pas comment le dire, à la fois avec énormément d'humour, avec un très beau trait de dessin. Alors moi j'aime beaucoup vraiment le dessin, les couleurs, et à chaque fois par des personnages secondaires. C'est vraiment le lac, je prends des personnages secondaires, je vais prendre les papas des apôtres, dont moi j'avais jamais entendu parler, je me dis qu'est-ce qu'il nous fait là? Les papas des apôtres, c'est très... Je vais prendre pour le tome 4 par exemple Barabbas, c'est la vie de Barabbas, comment lui il a vécu ce qui lui est arrivé, d'être sauvé à la place de Jésus, qui a été sacrifié à sa place. Je vais remonter même jusqu'à l'Égypte ancienne pour la deuxième partie du voyage des pères. On va en parler. Comment vous est venue l'idée, sérieux, de pondre un ovni pareil? Absolument, c'est génial. Bah, merci déjà. Bah, en fait, c'est une sorte de... Comme beaucoup des livres ou des BD que j'ai faits, c'était une réaction à quelque chose. Et c'était mon anti-Da Vinci Code, en fait. Le voyage des pères. C'est une réaction C'est à l'époque où j'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film et il y avait beaucoup. Voilà, c'est très à la mode, les grandes histoires de complot mondial, etc. Et en tant que spectateur ou lecteur, j'étais très frustré. Parce que je me disais, mais bon sang, il y a certainement autre chose à tirer de cette histoire-là, que soit quelque chose d'extrêmement, comment dire, de très engagé, presque anti-religieux, comme peut l'être le Da Vinci Code, ou alors très pro-religieux, comme peut l'être le film de Zeffirelli, par exemple, sur Jésus de Nazareth. Voilà, j'avais envie d'autre chose. Et en tant que lecteur, j'ai cherché des livres qui aborderaient ce sujet-là, mais sur le plan humain, non pas forcément sur le plan religieux, parce que ce n'était pas forcément ça qui m'intéressait à ce moment-là. Et je n'ai pas vraiment trouvé, à part quelques ouvrages, dont un d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle L'Évangile selon Pilate, qui est super, qui est très drôle, mais qui se place du côté romain. Et n'ayant pas trouvé l'équivalent côté juif, je me suis dit, je vais le faire. Bah oui. Voilà. Alix? Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu inspiré d'Astérix? Moi, je me disais, parce qu'il y a un côté, oui, il y a un côté gaulois déplacé dans l'univers, dans un univers tout à fait de la Bible, mais les types, ils ont des réactions et un langage qui est un langage tout à fait contemporain. Les jeunes filles, elles parlent comme des ados d'aujourd'hui, et les gars, ils se font des réflexions, genre un peu comme dans Astérix, se faisaient des réflexions sur l'actualité, qui était l'actualité de 1960 ou 1970. Ils parlent, il y a tout le temps du deuxième degré, des allusions à des choses qui se passent aujourd'hui, et des personnages excessivement sympathiques, un petit peu avec des grosses trognes comme ça aussi. Et je me suis dit, il y a un côté Uderzo, Goscinny, enfin un peu de cet esprit-là peut-être, mais je me trompe Juste peut-être. pour en rajouter, je ne sais pas si vous l'avez lu, je crois que c'est dans le tome 4, ça commence et ça démarre, c'est celui-là ou c'est un autre? Il y a des gens un peu saouls qui chantent, mais qu'est-ce qu'on est serré au fond de ce tabernacle, chante les Lévites, chante les Lévites. Il arrive à nous foutre du Patrick Sébastien dans ce BD. Mais pourtant, je ne suis pas... Non mais c'est à mourir de rire. Non, mais c'est vrai, il y a un côté comme ça, enfin une forme d'humour qui naît, je pense, du décalage de personnages qui sont en fait nos contemporains à nous, précipités dans l'univers biblique. Voilà, c'est ça, c'est la pêche miraculeuse tue la biodiversité. Arrêtez les pêches miraculeuses, s'il vous plaît. C'est vraiment très drôle. Détruis la biodiversité, soyez écolo-citoyens, pêchez avec modération après le passage de Jésus, c'est génial. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Bon, clairement, de toute façon, je crois qu'on ne peut pas être auteur de BD sans être influencé par Uderzo, Goscinny. C'est la base, surtout en bande dessinée d'humour. Et c'est vrai que ce décalage,
Voilà, je l'ai voulu parce que voilà, c'était ma façon de... Je ne voyais pas comment faire autrement, en réalité. C'est peut-être plus naturel qu'autre chose, ce n'était pas forcément choisi. Mais en effet, et puis l'intérêt aussi quand on fait de la bande dessinée, c'est qu'on dessine, ça prend du temps. Et forcément, on est influencé par tout ce qui se passe. Donc très, très facilement, en effet, je vais intégrer un événement qui va se dérouler pendant que je suis en train de dessiner. Ben, je dis, bah, tiens, ça, en ce moment, c'est dans l'air du temps. Donc je vais faire un clin d'œil à ce truc-là parce que ça va parler au lecteur. Et du coup, voilà, ça permet en effet de mettre du Patrick Sébastien, en effet, même dans cette époque-là. Oui, et ça rend un décalage très honnête aussi, parce qu'on voit vraiment que c'est nos contemporains. Vos personnages sont nos contemporains dans cet univers biblique où ils ont été amenés, quoi, et les pères. Et les pères, je trouve ça très touchant parce que je sais pas. Alors là, c'est encore autre chose. J'avais vu un film sur le chemin de Compostelle qui s'appelait The Way avec je l'ai vu aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'était intéressant aussi, mais c'était la même idée. C'était un père qui partait à la recherche de son fils. Et je ne sais pas. Il savait que son fils était mort sur le chemin de Compostelle, il allait le faire à sa place. Oui, mais voilà, c'était la même idée. Ouais. Je pense, ces pères qui sont à la vrai. recherche de leurs enfants, je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouve que c'est une idée, je ne sais pas d'où elle vous vient, mais c'est très intéressant. Bah, le titre même, Le Voyage des Pères, pour moi, c'est clairement un hommage au voyage du père de Clavel. Sur ce père voilà, qui descend à Lyon pour rechercher sa fille qui a quitté la ferme familiale et puis qui est devenue, en l'occurrence, prostituée dans le cas présent. Donc pour moi, c'est un livre sur la relation père-fils, de toute façon, plus que sur la religion en réalité. Le thème, en effet, le cadre, c'est la religion. En tout cas, le passage, à un moment donné, la naissance du christianisme. Mais pour moi, vraiment, le grand sujet, c'est ça. Est-ce qu'en tant que père, ou mère, est-ce qu'on est prêt à accepter que nos enfants aillent dans des voies différentes de celles qu'on leur a tracées? Des voies toutes pourries, hein, suivre un mec voilà, comme qui semble complètement illogique, en tout cas, et pas du tout voué à un avenir dans le cas présent. Jésus, c'était un peu la loose quand même à l'époque de le suivre. Faut quand même le dire. C'était, en tout cas, j'essaye d'imaginer la réaction des Juifs de l'époque qui voient arriver ce qu'ils considéraient à l'époque comme une secte. Surtout qu'il leur a dit d'abandonner leur famille en plus. En plus, voilà, donc il y a eu tout un contexte un peu compliqué. Et ces trois pères, en effet, que j'ai voulu mettre en scène, qui existent réellement, d'ailleurs, ce sont qui ont existé, et ce sont leurs véritables noms que j'utilise, parce qu'ils sont cités dans la Bible de manière très, très rapide. Mais j'ai essayé d'imaginer ces trois papas qui ne sont pas contents de voir leur gamin partir à la suite d'un prophète, et puis qui décident d'aller à la recherche pour les ramener par la peau du cou, pour rester poli. Mon Dieu. Mais vous aviez quelle formation par rapport à ça? Est-ce que vous avez grandi dans la religion catholique? Est-ce que Pas du tout. Oui, voilà. Pas du tout. Maintenant, c'était un sujet qui m'intéressait en tant qu'histoire universelle, en tant que base de notre société. Et je me plaçais pas du tout dans une optique ou religieuse. D'ailleurs, j'étais très surpris d'être lu par des croyants, etc., par les chrétiens, d'être reconnu. Puis en plus d'avoir le prix Angoulême de la BD chrétienne, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Moi, j'étais très, très novice en la matière. J'étais très surpris de recevoir un coup de fil un jour de Radio Vatican. Ce genre de choses, parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Non, c'est vraiment cette période de l'histoire qui m'intéressait pour ses implications. J'aimais beaucoup, en effet, cette idée de tourner la caméra sur d'autres personnages. J'aime beaucoup, par exemple, le film Ben-Hur, parce qu'à un moment donné, ça raconte l'histoire d'un personnage, et puis, à un moment donné, il croise la route de Jésus, et ça a une influence dans le scénario. Voilà, donc c'était un peu mon idée de départ, le délire du départ, en fait. Oui, puis je pense qu'il y a une grande fantaisie dans la situation, mais alors dans les décors, les costumes, tout ça, c'est très rigoureux en conférence. J'ai essayé d'être, C'est ça, c'est là où il est fort, c'est que vous êtes hyper rigoureux on peut pas vous dire, et non, attendez, c'était pas construit comme ça, là, on voit que... Certainement aussi un peu par moment, mais bon, j'ai essayé d'être cohérent, le plus cohérent ça reste possible. très cohérent, oui. Oui, et puis il y a un effort, une qualité du dessin incroyable, non, mais c'est vrai. C'est bien j'ai bien fait de venir. Grande connaisseuse en BD en plus, Alix. Mais alors, moi, j'avais une question. Mais en plus, dessiner, parce qu'il faut voir derrière qui y passe. Excusez-moi, mais c'est des trucs qui ont été pas mal dessinés par des grands, donc il faut quand même, je veux dire, la barre est haute, et je veux dire, franchir la mer Rouge et tout ça, enfin, c'est vraiment, ces dessins sont très justes en plus. Et quand on passe du temps, parce que c'est vrai que vous faites les deux, vous faites les dessins et le scénario, donc vous passez beaucoup de temps avec vos personnages, avec vos histoires. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre vie de fréquenter de si près des personnages proches de la religion catholique? Enfin, je sais pas, ça bouge un petit peu les choses dans votre vie ou pas? Ça bouge les choses dans le sens où ils font partie de ma famille maintenant.
D'accord. C'est-à-dire qu'ils font partie de ma vie. Ça doit être D'ailleurs, simple à la maison, hein, avec madame et les 2 enfants, ça doit être quelque chose. Alors, quelque part, c'est un peu un exutoire. C'est-à-dire que mon personnage principal, Jonas, c'est un personnage qui a très, très mauvais caractère. C'est un petit vieux. C'est un petit J'aime pas qu'on vieux me dise qu'il est un petit qui est ronchon, Ah oui. qui est de mauvaise foi. C'est un peu mon Louis de Funès à moi. Oui. J'ai la faiblesse de penser qu'il m'a aidé à m'améliorer un peu parce que il râle à ma place. C'est très pratique. Donc voilà. Alix, elle est en train de se dire, moi tout aussi, ce il faut que j'ai un avatar. voilà. Tout ce que j'ai envie de dire, je le dis à travers lui. Comme ça, moi, ça me rend peut-être un peu plus agréable au jour le jour. Mais et je me suis aperçu finalement au fur et à mesure du temps que c'est un personnage qui me manque quand je le dessine pas. Oh. Donc j'ai besoin de... C'est pour ça que je reviens d'ailleurs régulièrement sur cette série-là. Je fais de nouveaux albums, de nouvelles aventures, parce que il me manque. Ces personnages-là me manquent s'ils ne sont plus dans ma vie. Alors évidemment, Alix, on se doute qu'un tel dessinateur, un tel écrivain de bande dessinée a une formation très solide en Beaux-Arts. Il a quand même une demi-journée aux Beaux-Arts. Je veux dire, ça se valide. Entière. Ah, une journée entière aux Beaux-Arts. Et j'ai dessiné une pomme. C'est un pomme. Ah, t'as un bon début. Ça a démarré là, C'était hein, très la bien. pomme. Hein. C'est très biblique, la pomme de Oui, en fait, l'hydrate. finalement. Mais il aurait pu faire des ordinateurs. Tiens, alors justement, après une école d'architecture intérieure, après vous rentrez dans un groupe industriel pendant 15 ans. Mhm. Il est long le chemin pour arriver à la bande dessinée chrétienne. Hein. Wouh. Alors en fait, la bande dessinée a toujours fait partie de ma vie. Je crois. J'ai fait ma première BD, je devais avoir 11 ans. Donc ça a toujours été ma passion, mon activité journalière. J'ai besoin de dessiner. Enfin, de là en faire un métier, c'est quand même un... Voilà, ça c'était autre un chose. cheminement. C'était autre Voilà. chose, en effet. Mais c'est vrai que dessiner, pour moi, c'est vital. Comme j'imagine écrire, ça peut l'être. Et si je dessine pas pendant 3 jours, je suis de très mauvaise humeur. Donc, mais c'est vrai que je n'envisageais pas d'en faire mon métier parce que tout simplement, j'y croyais pas. Mm. Donc j'ai pris d'autres voies. C'est des métiers de crève-misère en même temps. Hein. En plus, Hein, ouais. Hein, Alix, écrivain, c'est crève-misère. Hein. Bon, Alix, elle marche, elle. ça va. Mais voilà, je Non, mais pensais il y a pas. d'autres façons. Enfin, on peut être journaliste quand on écrit. Enfin, voilà, Voilà. il y a d'autres, comme vous, il peut dessiner dans Voilà, je peux différents être coins. On peut, illustrateur, je peux faire plein de trouver choses. des. Mais c'est vrai que c'est venu tard, finalement, en tout cas l'aspect professionnel. Mais c'est parce que je m'en suis empêché, en fait, pendant des années. J'avais tellement un besoin de dessiner que je me disais, si un jour je présente mon travail à des professionnels et qu'ils me disent que c'est nul, je ne touche plus un crayon de ma vie. Et là, ma vie est foutue. Donc j'ai vraiment raisonné comme ça pendant très longtemps, jusqu'à un moment Et donné... vous ne donniez même pas des planches à des À journaux personne, ça, à non. personne. Personne ne voyait votre travail. Non, je montrais éventuellement à la famille, en me disant, mais de toute façon, qu'ils n'avaient pas un regard objectif dessus, parce que forcément, ils étaient complaisants avec moi. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais montré mon travail. Pendant 15 ans, je ne l'ai pas montré. Jusqu'au jour où il y a eu un concours de circonstances, j'ai eu l'occasion de présenter mon travail, et puis ça... J'ai pas eu le temps d'y réfléchir, ça s'est fait un peu naturellement. C'était avec Toxic Planet alors C'était le premier avec d'autres projets, D'accord. parce que j'ai commencé à travailler d'abord pour un magazine qui s'appelle l'Enfeust Mag. Et puis après, Toxic Planet est venu par la suite. Et ce qui m'a permis, après un premier album, un deuxième, de quitter mon travail sérieux Ouais. dans la métallurgie pour devenir saltimbanque au bout de Le 15 petit gars de ans. Besançon. Exactement. Mais c'est sérieux la bande dessinée. Ah, mais bah, bien sûr, c'est absolument. ça. C'est Surtout un quand... art, Je ne oui, sais pas si vous absolument. avez pu lire Toxic Planet. Moi, je trouve que Tintin, ça vaut Malraux, hein, très honnêtement. Ah, attention, c'est une spécialiste de Malraux qui nous dit ça quand même. Hein. Ah oui, Mais bah. absolument, l'univers de Tintin, c'est le même univers que Malraux, je pense. Ah oui. Et l'œuvre d'Hergé, je pense, c'est une œuvre majeure. Mais il y a des à l'égal exégètes de ces œuvres-là maintenant. Mais bien sûr, bien Ouais. sûr. Vous nous disiez que vous avez réagi pour Le Voyage des Pères, c'était une réaction au Da Vinci Code. Mhm. Toxic Planet, qui est votre première série, en fait, Ouais. c'est une BD, enfin, on va dire écolo. Alors, ils portent tous des masques à gaz, parce que je ne sais pas en quelle année on est, mais on est quelques années après nous. On n'est pas loin, oui. Pas loin derrière, il y a de la fumée partout, c'est la pollution, c'est immonde, ils portent toujours des masques à gaz, donc on verra jamais les visages des personnages. C'est une réaction à quoi précisément, Toxic Planet? C'était une Je réaction vous laisse regarder, Alix, si vous voulez. C'était une réaction à l'épisode du Clémenceau. Ah, d'accord. J'étais pas spécialement écolo à l'époque. Ma femme l'était beaucoup plus que moi, ce qui n'était pas difficile en l'occurrence. Et parce que comme tout le monde, sujet, Ouais. je le survolais. Et puis j'ai eu vraiment à un moment donné l'impression qu'on me prenait vraiment pour un imbécile.
la communication qui a été faite à l'époque, et surtout par rapport au Clémenceau, où on nous expliquait qu'il fallait le couler parce que ça permettrait de faire des récifs pour les poissons et que les poissons seraient contents. Ah, je pensais bien Et je me suis dit, là, c'est quand même un peu gros, quoi. Alors peut-être, en fait, j'y connaissais rien, mais je me suis senti insulté par ce raisonnement en me disant, mais vraiment, on me prend pour une truffe, là. Et voilà, la série est sortie de ça. Donc encore une fois, une réaction, en fait. Finalement, je dessine quand je suis fâché. Ouais. Je m'aperçois. Je vois C'est un ça, bon non. moteur. Non, mais je vois ça parce qu'il y a aussi toute une série sur une étonnante migrante. Mhm. Là Là, aussi, ouais. c'est né comment alors cette histoire? Ah, c'est une histoire d'une guerrière Rimba, une série qui s'appelle Mamada, Ouais. et qui reçoit un pouvoir absolu à cause d'un satellite chinois qui s'écrase dans la forêt de Namibie, enfin dans la plaine de Namibie. Elle reçoit, voilà, elle est contaminée par une substance. Et Bizarre. alors, elle se retrouve avec un pouvoir absolu qu'elle ne domine pas du tout. Et la première chose qu'elle fait, parce qu'elle déteste plein de gens, elle déteste les touristes, Oui, elle elle n'est pas déteste les évidente. Elle est un enfants, peu elle déteste tout le comme monde. votre personnage Jonas, là, elle est C'est un peu, drameuse, voilà, quoi. c'est des Mais ça fait caractériels des quand même. personnages Mais formidables, voilà, les puis meilleurs. adorable, puis finalement très, très sympathique finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'ils valent mieux que ce qu'on présente au départ. Et elle se Puis ils retrouve peuvent dire des trucs qu'on pourrait pas dire nous. Exactement. C'est merveilleux. Et là, en l'occurrence, ce personnage peut faire des choses que je ne peux pas faire. Eh Comme oui. Comme, non, je vous laisse le découvrir, je ne peux pas le dire, j'ai pas le droit. Mais elle se retrouve à Paris, en fait, par le truchement de son pouvoir. Et elle va porter sur notre société un regard absolument sans complaisance. Et non seulement elle va dire, mais elle va faire des choses qui vont un peu chambouler tout. Ah, mais Elle le fait à ma Qu'est-ce place. qui s'est passé dans votre enfance, David Rath, pour tout avoir va bien. quelqu'un? Parce que vous avez l'air très calme, là, très posé, et on sent effectivement plus de colère dans les albums. Ben Ça voilà. passe toujours par énormément d'humour. Hein. Voilà le bateau. Le fameux Clémenceau. Le fameux oui. Clémenceau, voilà. Le fameux, il est en sale état. Hein. Non, je pense pas. Enfin, c'est rien passé de dramatique. Je suis Vous en gardez quel souvenir de votre enfance? plutôt bien. Je suis un enfant qui s'est adapté parce que mon père nous a quittés assez rapidement. Enfin, a quitté ma mère assez tôt parce que j'étais bébé. Donc j'ai grandi avec ma maman qui était seule. J'étais fils unique. Donc j'ai vu qu'est-ce que ça représentait pour elle aussi d'élever un enfant seul au début des années 70. Alors peut-être ça, je me suis adapté. Alors ça, j'ai pas eu une enfance malheureuse, hein, au contraire, mais peut-être des circonstances que n'étaient pas forcément comme tout le monde à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Et finalement, peut-être, oui, je me suis peut-être créé un monde à partir de là. C'est vrai que j'étais pas un enfant très, je n'étais pas intéressé par le sport, je crois que ça se voit. Donc je dessinais beaucoup. Et c'est vrai que j'étais dans mon imaginaire tout le temps. Et finalement, ça finit par, à force de dessiner tous les jours, au bout d'un certain nombre d'années, ça finit par donner quelque chose. C'est quoi l'odeur de votre enfance, David? Attention, Alix, même question après. Hein. Quel est le L'odeur de votre enfance. Tout de suite, là, l'odeur qui remonte, là. Réfléchissez pas. le boudin antillais. Ça s'invente pas. Parce que mon père est antillais, en fait. Et les amis de ma mère étaient essentiellement des Antillais. Donc, ça se voit pas beaucoup, j'ai pas pris beaucoup. Non, vous n'avez pas pris beaucoup Non, du côté non, non. antillais. Oui. Mais voilà, mon père était noir. Enfin, il est toujours, d'ailleurs, ce que je sache. Hein, c'est pour ça que ça n'a pas changé. Mais ça fait 30 ans que je l'ai pas, 35 ans que je l'ai pas vu. Oui, voilà. Parce que j'ai été baigné dans cette ambiance-là toute mon enfance. Alors là, Allez. maintenant, on va aller à Saumur, Allez. du côté de chez Alix. C'est quoi l'odeur de l'enfance d'Alix de Saint-André? Moi, ce serait l'herbe coupée le samedi matin. Les odeurs vous savez, quand on tondait comme ça l'herbe le samedi matin, quand c'était comme ça le début du printemps et qu'il y avait ces odeurs de printemps, d'herbe, plutôt ça. Ou alors en plat, moi, c'est plutôt les rillettes, hein, soyons carrément. Voilà. C'est bien aussi. Ah c'est bah bien si, aussi, c'est hein. oui, mais ça n'a pas une odeur. Enfin voilà, quand elle dit odeur, si je dis que les rillettes ça sent, mais c'est vrai que le goût des rillettes sur du pain de deux, ça, oui, ça. Mais Non, mais ça m'intéresse toujours de savoir ce genre de petits détails. Les odeurs. Parce que je trouve qu'on touche à l'intime. Dès qu'on parle des odeurs, on arrive très vite à l'intime. J'ai en face de moi la chance d'avoir deux créateurs. C'est toujours assez fascinant pour les journalistes parce que nous, on crée rien. Hein. Nous, on transmet. On a le job un peu facile. Je suis toujours assez fascinée par les gens qui créent, que ce soit en BD, que ce soit en roman. À partir de quand vous savez que vous tenez la bonne idée? Celle qui va faire plaisir à votre éditeur, déjà, qui va dire « Oui, mon chéri, oui, ma chérie, je vais te publier », et celle qui va faire que le succès va continuer pour l'un comme pour l'autre et que vous n'êtes pas en train de vous tromper, de vous tromper de voix, parce que j'imagine que des échecs, vous avez dû en avoir l'un et l'autre. Comment on le sait?
Merci beaucoup. Alors, non mais c'est pas grave. Alice, non, je mais vous en prie. non, je pense il y a un moment où on sait que le début ça va. Je sais pas comment, le début du livre, voilà. Il y a un moment où on peut s'appuyer sur le début du livre, mais ça veut pas dire. Puis moi, j'en parle à mon éditeur quand le livre est fini pratiquement. D'accord. Mais c'est Elle fait son truc dans son coin. non, mais comprends c'est ça. c'est un travail très solitaire. Hein. Donc oui, il faut être sûr d'avoir un éditeur qui aime vous publier et qui vous comprend. Et Jean-Marie Laclaftine, il est comme ça. Il est comment dire, il est généreux et J'aime il beaucoup aime cet homme-là. bien. J'ai eu l'occasion de Voilà. croiser Jean-Marie Laclaftine. C'est un vrai humain, comme on dit. Ouais. Bah, tout à fait. Et puis voilà, comment on dit, il aime ce que je fais. Il me fait confiance Il a le surtout. bon goût. Donc voilà, en gros, je le préviens 1 ou 2 mois avant la fin, plutôt dans ce genre-là. Mais je ne sais pas si on n'est jamais sûr de rien. Mais Il y a des Jean-Marie- lecteurs, il y a certains. Il y a Jean-Marie vous laisse aller aussi vers toutes ces contrées catholiques, comprenant que ça parle beaucoup aux gens finalement. Finalement, les chrétiens interpellent un petit peu quand même. Je ne sais pas du tout. Alors, si ça. Ce qui avait de drôle, donc c'est pas du tout Jean-Marie, mais c'était mon premier éditeur, c'était en série noire, c'était Patrick Rénal, qui était un maoïste breton. Qui avait même attaqué un commissariat de police. Enfin, je veux dire, c'est un professionnel. Et alors, quand il avait lu mon livre, c'était en série noire, il m'avait dit je suis quand même quelqu'un d'ouvert parce que j'ai publié déjà des trotskistes. Mais des catholiques, c'est la première fois. Et je crois que ça l'amusait aussi. C'est amusant. On aime découvrir ça le faisait rire, quoi. Voilà, c'est pas. Et que l'univers, il m'avait dit, tu as fait un vrai roman noir parce que Oui. c'est une enquête qui est aussi une quête et qui décrit un milieu de l'intérieur et dont on se moque. Je ne savais absolument pas du tout que c'était ça avant de l'avoir fait. Ah ouais. Et j'avais fait un roman où je tuais abondamment des religieuses, moi, dans un couvent de bonnes sœurs. Ce qui est aussi un des plaisirs de pouvoir, vous pouvez ronchonner. Ben voilà. Moi, j'avais assassiné quelques religieuses en toute impunité grâce au roman noir. Et j'ai été publiée par un homme très différent, mais parce que, comment dire, on est intéressé par des univers qui ne nous ressemblent pas. Je pense c'est ça qui est amusant, c'est ce qui est différent. C'est pas ce qui est Moi, ce que j'aime bien chez Alix, c'est son positionnement dans l'univers catholique. Je sais pas, vous savez peut-être pas, David, mais Alix, elle a décidé qu'elle était catho dans l'univers laïque et qu'elle préférait défendre les cathos dans l'univers laïque que de se positionner dans l'univers des cathos où elle se sent un peu moins catho que les autres. Quoi. C'est un petit peu ça, J'ai finalement. écrit un truc horrible dans le livre sur Compostelle. J'ai écrit Joël est catholique surtout le matin. Mais moi, ça me fait Ils hurler ont un de rire. côté parfait, Ça me fait hurler tout de rire, ce bien, genre de avec phrase. le petit sac à dos et tout. Oh là là, je me dis, je serai jamais comme ça, mais L'impression de voilà. ne pas être au niveau chez les cathos, mais de se sentir très catho quand les cathos sont attaqués. Quoi. non, mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tellement des attaques que de l'ignorance. Il y a Oui, beaucoup de c'est très gens vrai, oui. qui ne sont pas, c'est pas qu'ils sont pour ou contre, c'est qu'ils connaissent pas. Ils n'ont pas reçu l'éducation ou les connaissances. Voilà, ils rentrent dans une église, ils savent pas ce que c'est. Un tableau, ils ne sont pas. Donc expliquer, ça me plaît beaucoup, ça. Alors, il ne va pas échapper à la question parce que là, il Sur la écoute, bonne il idée, écoute. Oui, c'est déjà la bonne idée. Oui, on en revient à cette question-là. Ben, je sais, on ne sait pas, on ne sait jamais en réalité, mais j'ai la conviction que j'ai la bonne idée quand les choses s'imbriquent très facilement et très rapidement, naturellement. Le voyage des pères, c'est un peu un exemple type. Un beau matin, j'ai envoyé un mail à mon éditeur en disant, écoute, j'ai une idée que j'avais eue 5 minutes avant. Je dis, ça s'appelle Le voyage des pères. Et je lui ai juste donné le titre. Il m'a dit, bon, ça parle de quoi? Et je lui ai fait un pitch de 5 minutes, enfin de 5 lignes, pardon, qui, moi, m'avait pris 5 minutes. Je dis, voilà, ça va parler de ça. C'est 3 pères qui cherchent leur enfant à l'époque de Jésus, etc. Et dans ma tête, voilà, j'avais tout le déroulé de l'histoire. Pas tous les détails, mais j'avais des grandes étapes, des scènes importantes qui allaient apparaître à la fin de l'album, de la série, donc 3 albums plus tard. Et voilà, tout ça s'imbriquait. Je ne savais pas du tout où j'allais, ni comment j'allais le faire. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mon éditeur. Je dis, écoute, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je ne sais même pas quel ton je vais employer. Mais je vais le faire. Mais je vais le faire. Mais Et il m'a signé là-dessus. Vous avez relu les évangiles, de fait? Oui, bah, du coup, oui. À Vous ce les moment-là, avez même il a fallu totalement quand même, approfondis. voilà, il a fallu quand même que je sache de quoi je parlais quand même à ce moment-là. Ah, mais ce n'est pas une lecture qui laisse insensible. Non, mais l'idée est venue avant. Ah oui, je comprends. L'idée a précédé, Après, c'est en recherchant, en faisant des recoupements entre différentes versions des évangiles que j'ai suivi un peu mon fil.
Mais Et il y a un épisode qui vous a particulièrement interpellé, touché, ému dans les évangiles, quels qu'ils soient? Ou qui vous il y en a certainement, oui, vous il y interroge encore, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais alors, de manière un peu humoristique, moi, il y a une des scènes que je mets en scène Oui. dans l'album, c'est l'histoire des 2000 porcs qui avait été, qui avait été, Dans voilà, les qui cochons. était, voilà, qui était, voilà, de cet homme qui était possédé du démon, et Jésus, voilà, l'exorcise, et le démon va dans 2000 porcs qui se jettent Dans la mer. dans la mer. Et moi, en tant qu'auteur, voilà, j'ai vu le miracle, évidemment, et j'ai dit, waouh, ça c'est une sacrée histoire. Puis j'ai vu les conséquences. J'ai dit, mais 2000 porcs dans la mer, c'est une sacrée pollution, quoi, quand même. Alors déjà, à qui appartenaient ces porcs, combien ça a coûté, comment ils ont fait pour s'en débarrasser, enfin, etc. Et finalement, c'est là-dessus que je me suis amusé après dans la série. C'est de réfléchir aux à côté. C'est les coulisses de Oui, oui. l'histoire, quoi, finalement, ce qu'on voit pas, mais qui pourtant a forcément existé, les conséquences, les dégâts collatéraux, entre guillemets, et tout ça. Bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Non, mais vous n'en c'est- êtes pas devenu croyant pour autant. En tout cas, vous êtes Ah, en j'étais chemin, déjà- en interrogation. oui, non, D'accord. ça n'a pas changé mes convictions, qui étaient déjà présentes de toute façon. Oui, je suis croyant, en effet, mais ça n'a pas changé. Mais par contre, ça m'a obligé à oui, mais creuser le sujet différemment. Il y avait une croyance quand même à la base. Oui, si le sujet m'a intéressé Oui, au voilà, départ, quand même, c'est voilà. quand même qu'il y avait quelque chose. Maintenant, c'était pas le but. C'était Non, mais vraiment, j'ai bien vraiment compris. pas le but de faire part ou de partager des opinions personnelles. J'essaie d'être le plus neutre possible. D'ailleurs, mes 3 personnages sont une sorte de panel de réactions différentes par rapport à ce sujet-là. Et je me reconnais un petit peu dans chacun des 3. Mais voilà, du coup, en tout cas, j'ai dû approfondir différemment les choses. Et c'était très intéressant à faire, Il y en a un qui justement. est très touchant, le personnage, c'est le papa de Judas. Oh Oui. là là, celui-là, il nous prend ici. Hein. Et qui est un personnage pourtant éminemment sympathique. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi de l'émotion, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Oh là là, mince, il nous reste à peine 1 minute. J'ai pas vu le temps passer, c'est dramatique. C'est dramatique. Bon, on n'a pas pu citer tout votre travail, David, ni revenir sur l'intégralité de la carrière à la télé et en presse écrite d'Alix, mais ce n'était pas forcément le but parce que je pense que les gens le savent en l'occurrence. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite à tous les deux? Ils se font des politesses, il n'y en a pas un qui ose répondre. Alors, Allez-y. Alix, qu'est-ce que je peux vous souhaiter là dans l'immédiat? Maintenant que ça va bien, c'est l'expérience médicale est derrière, on va arrêter les bêtises. Qu'est-ce que je vous souhaite, Alix? Je ne sais pas si c'est à vous de vous creuser la tête pour Ah répondre non, à moi j'ai cette plus question. d'énergie là. Non mais qu'est-ce qui vous ferait franchement plaisir? Allons-y. L'angoisse de la page folle, ça marche très bien, on est super content pour vous. Ouais, là, je crois que je vais me lancer dans un grand roman, enfin, une saga romanesque. Ah oui, en plusieurs tomes donc. Voilà, plutôt retourner vers le roman. D'accord, très bien. Bon, un petit horizon un petit peu lointain, donc on vous récupérera dans VIP dans quelques années pour en parler. Je vous souhaite beaucoup de souffle pour ça, parce que je pense qu'il faut du souffle, non? Il faut arrêter la clope et il faut du souffle, c'est ça? Moi, j'arrive à garder le souffle et la clope. Elle est indécrottable. Elle essaie de vous piéger. Hein. Mais elle est terrible, C'est ça, incroyable, les ça. catholiques. C'est dangereux. Voilà, Je c'est note, dangereux. je note, je Notez, note. notez. David, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De réussir à avoir du temps pour faire tout ce que j'aurais envie de faire, mais ça, je sais que c'est pas possible. Ouais, C'est une frustration permanente parce que j'ai plein de projets. fallait pas faire d'enfant, David. Oh non, c'est pas de leur faute, au contraire. Puis en plus, j'ai mon grand garçon qui travaille avec moi maintenant, donc Ah oui, sur les BD? ouais, sur les couleurs maintenant. Donc, en plus, on travaille en famille C'est pour la super. première fois avec ce nouvel album là. Donc non, que ça continue comme ça finalement, et puis bon, qu'on arrive à gérer la frustration de ne pas avoir le temps de tout faire, Ouais. puis de rester raisonnable Mais la pour frustration pas fait tomber dans partie de la les création. excès du baclofen ou d'autres Non, choses. mais voilà, la frustration fait partie de la création et on s'arrêtera totalement. sur cette superbe phrase d'Emmanuel Dancourt. Je vous remercie infiniment tous les deux. Bonne continuation. Merci.